Tu as une carte plus forte. Je sais que tu ne joues pas aux cartes, comme tu l'as dit une fois, tu t'en souviens. Mais parfois, Mais oui, c'est vrai et c'est sûr. Avec nous, t'as de meilleures cartes. Merci, c'est absolument certain. Poutine vient de perdre son plus gros pari de la guerre. Depuis l'année dernière. Le Kremlin a fonctionné sur une seule hypothèse. Que s'ils attendent assez longtemps, l'économie de l'Ukraine s'effondrera et l'Occident s'arrêtera. Affaire d'échec. Ils pariaient sur une guerre d'usure, pensant que la Russie pourrait tenir. Eh bien, l'Europe vient de le contraindre. Ils n'ont pas seulement envoyé plus d'armes, ils viennent de signer un accord pour donner à l'Ukraine 105 milliards, afin qu'elle puisse continuer à se battre pendant les 2 prochaines années. C'est un cauchemar pour Moscou. Poutine appelle ça une victoire, d'une certaine manière. Mais l'Ukraine est maintenant entièrement financée, et la Russie manque officiellement de temps. Alors, analysons cet accord du point de vue européen. Les calculs étaient simples. C'est de l'argent aujourd'hui, ou du sang demain. Voici l'explication du Premier ministre polonais. Un choix simple, soit de l'argent aujourd'hui, soit du sang demain. Et je ne parle pas seulement de l'Ukraine, je parle de l'Europe. Et c'est notre décision à prendre, et seulement la nôtre. Je pense que tous les dirigeants européens doivent enfin être à la hauteur de cette situation. Et c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Maintenant, le plan initial était de prendre les avoirs russes gelés qui se trouvent dans les banques européennes et d'utiliser cet argent pour l'accorder à l'Ukraine sous forme de prêt. De cette façon, l'Ukraine dispose de l'argent dont elle a besoin pour continuer puis à se défendre. Et les Européens le font, en utilisant l'argent russe. C'est la satisfaction ultime maintenant. Ce qui rend ce plan encore meilleur, du moins selon moi, c'est le fait que Poutine est absolument furieux contre tout ça. Écoutez par vous-même. Il y a eu un échec, c'était vraiment un échec de saisir les avoirs. Ils ne peuvent pas les voler, mais ils essaient, mais malgré tout, ils n'y arrivent pas vraiment. Voler n'est pas vraiment une définition correcte pour ce vol. C'est quelqu'un. Quand quelqu'un le fait en secret et qu'ils le font ouvertement, c'est un braquage. C'est un braquage. Pourquoi ont-ils échoué à faire cela ? Pourquoi ils ont échoué à mettre en œuvre ce braquage? Parce que les conséquences peuvent être réelles, vraiment dures pour les braqueurs. Pourquoi cela? C'est vraiment difficile à faire parce qu'ils ont déclaré qu'ils n'allaient pas le voler pour le prendre. L'idée, c'est de faire un crédit. En utilisant notre situation actuelle. Malheureusement, tout ne s'est pas exactement passé comme prévu. Mais ce n'est en aucun cas une victoire pour la Russie. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé et pourquoi ça n'a pas marché. Il y a environ 250 milliards d'euros d'argent souverain russe déposés dans des banques européennes, provenant de la Banque centrale russe. C'est l'argent du gouvernement russe, pas des citoyens. Soyez donc vigilants lorsque des bots affirment que l'Europe vole l'argent des citoyens russes. Ce n'est pas vrai. Comme je l'ai mentionné, le plan était de prendre une partie de cet argent et de le donner à l'Ukraine sous forme de prêt. Le meilleur, c'est que l'Ukraine ne doit rien rembourser tant que la Russie n'a pas payé les réparations de guerre. À ce moment-là, l'Ukraine rembourserait le prêt, et ensuite la Russie pourrait retirer l'argent souverain qui est censé être actuellement déposé dans les banques européennes. Problème. 80% des fonds détenus par l'Europe sont déposés chez Euroclear, une banque belge. Elle détient environ 200 milliards d'argent souverain russe. Et la Belgique avait posé quelques conditions raisonnables pour accepter ce plan. La Belgique a déclaré « Si un jour la Russie saisit la Cour internationale après la guerre pour poursuivre la Belgique concernant l'argent donné à l'Europe, il faudra gérer cela. Peut-on garantir que toute l'Union européenne sera responsable de cet argent en cas de problème, et pas seulement la Belgique ? Pour moi, ce n'est pas une demande si déraisonnable, surtout vu le produit intérieur brut belge de 600 milliards. Ils ne veulent pas être responsables de 200 milliards, au cas où quelque chose tournerait très mal à l'avenir. Et rappelons-nous, c'est une décision qui est prise par l'Union européenne, pas seulement par la Belgique. Donc, ce devrait être tout le monde qui, vous savez, assume la responsabilité si quelque chose tourne mal à l'avenir. Et il est aussi important de souligner que la Belgique n'est en aucun cas pro-russe. Ils n'ont pas faim, ils ne veulent simplement pas être du mauvais côté si jamais quelque chose tourne mal. Maintenant, c'est là que les choses deviennent un peu plus compliquées.
Parce que, bien sûr, il s'agit de géopolitique. Parce que, lorsque la Belgique a d'abord formulé cette demande en novembre, l'Union européenne y a en quelque sorte consenti. L'Union européenne a dit « D'accord, assurons-nous que tout le monde ait la responsabilité de ce prêt maintenant. » À ce moment, la Belgique a, je pense, renforcé sa demande et est allée plus loin. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas seulement la garantie pour les 200 milliards qui étaient dans leur banque. Ils voulaient une garantie illimitée. Si la Russie cherchait à se venger de la Belgique ou de ses entreprises, ils voulaient que l'Union européenne intervienne pour les soutenir. C'est ce que beaucoup ont appelé dans les médias un chèque en blanc. On parle de chèque en blanc car on ignore la réaction de la Russie. Poutine va-t-il cibler les banques européennes ? Est-ce qu'il va s'en prendre aux entreprises européennes ? Est-ce qu'il va viser les aéroports européens ? N'est-ce pas ? La Russie a déjà envoyé des drones pour fermer des aéroports. Nous ignorons donc ses intentions. Et c'est là que certains dirigeants européens étaient hésitants à simplement donner un chèque en blanc. Ils ignorent à quoi ils s'engagent et l'impact sur leur économie future. Le coût étant incertain, ils préfèrent ne pas aider quand d'autres abordent l'économie. Politiquement, ce n'est sans doute pas une formule gagnante. Donc je comprends l'argument que la Belgique essaie de faire valoir, mais je comprends aussi celui que tous les autres dirigeants européens essaient de faire valoir. Personne ici n'est contre l'Ukraine ni contre son financement pour se défendre. D'accord. Donc heureusement, nous n'avons pas eu à négocier cela beaucoup plus longtemps, parce qu'il y avait une solution, et voici la solution. Les États membres ont accepté de financer l'Ukraine grâce à un emprunt de l'Union européenne sur les marchés financiers à hauteur de 90 milliards d'euros pour les 2 prochaines années. Nous allons le faire par le biais d'une coopération renforcée, soutenue par la marge budgétaire de l'Union européenne et fondée sur un accord unanime pour modifier le cadre financier pluriannuel. De la même manière que pour le prêt de réparation, ce qui est très important ici, l'Ukraine ne devra rembourser le prêt que lorsqu'elle recevra des réparations. Jusqu'à ce moment-là, les avoirs russes immobilisés resteront immobilisés et l'Union se réserve le droit d'utiliser les soldes en espèces pour financer le prêt. C'est la solution que nous avons trouvée ensemble et, comme nous l'avons évoqué ces dernières semaines, le financement de l'Ukraine au-delà de 2027 fera alors partie de la prochaine discussion sur le cadre financier pluriannuel. Donc cette solution est assez similaire au plan initial, avec juste un changement important. Donc, les avoirs russes qui se trouvent dans les banques européennes, eh bien, ils sont immobilisés de façon permanente. Qu'est-ce que cela signifie ? Jusqu'à présent, l'Union européenne renouvelait les sanctions tous les 6 mois par vote, mais ce n'est plus nécessaire. Les 250 milliards qu'ils possèdent resteront là longtemps, d'accord ? Mais en plus de cela, ils accordent également un prêt de 105 milliards de dollars à l'Ukraine, que l'Ukraine n'a pas à rembourser. La seule façon pour l'Ukraine de rembourser, c'est si elle obtient des réparations de guerre de la Russie. Pour être honnête, cela n'arrivera sans doute pas. Mais cet argent que l'Union européenne donne ne vient pas des avoirs russes. Il provient en réalité de l'emprunt de l'Union européenne. Sur le marché libre, je suppose qu'ils vont simplement vendre des obligations. Et c'est la différence importante. Même si tous les autres points du plan sont identiques, l'argent vient techniquement de l'Union européenne, pas des avoirs russes. Beaucoup en font toute une histoire, alors que ce n'est pas si grave. Rappelons que les avoirs russes restent dans les banques européennes. Donc, si l'Europe veut utiliser cet argent l'année prochaine pour accorder un nouveau prêt à l'Ukraine, elle peut le faire. Si l'Europe veut l'utiliser pour rembourser ce prêt, elle peut aussi. Donc, cette option reste ouverte pour eux. Mais pour l'instant, cet argent vient de l'Union européenne, pas des avoirs russes. Pour l'Ukraine, peu importe, recevoir de l'argent reste recevoir de l'argent. On dit que l'argent garde la même valeur, peu importe son origine. Pour l'Ukraine, c'est une excellente nouvelle, car il faisait face à une grave crise budgétaire. D'après les déclarations publiques du président Zelensky, ils étaient en déficit d'environ 40 à 50 milliards de dollars l'an prochain, voire plus. La guerre étant imprévisible, on ignore les dépenses qu'à venir. Comme le dit la célèbre citation, « Pour gagner une guerre, il faut de l'argent, de l'argent, de l'argent. Devinez quoi ? L'Ukraine vient tout juste de recevoir 100 milliards d'euros maintenant. Cela signifie que l'Ukraine n'a pas à accepter un accord qu'elle ne veut pas prendre, parce qu'elle a la capacité de continuer à se battre. Et ici, nous avons l'envoyé américain Tornado, qui l'explique bien mieux que je ne pourrais le faire. C'est notre chance et vous savez, l'Ukraine devrait aussi être prête à se battre jusqu'en 2026. Et c'est la raison pour laquelle le prêt de 105 milliards approuvé par l'Union européenne sert à financer cela.
Vous savez, les États-Unis vendent des armes à nos alliés de l'OTAN et celles-ci sont fournies à l'Ukraine. Ce sont des armes qu'on ne peut obtenir nulle part ailleurs. Nous voulons que la guerre cesse, mais aussi que l'Ukraine puisse se défendre. Et il sera assez évident, alors que nous approchons de cet hiver sans accord de paix, que les combats vont continuer. Mais le président Trump et son équipe, y compris moi-même, nous n'allons pas abandonner la paix. Nous ne pouvons tout simplement pas abandonner la paix. Si nous avons la moindre chance de négocier un accord, nous le ferons maintenant. Le timing de tout cela est également important parce que c'est en quelque sorte un excellent moment. Toute la réunion européenne a eu lieu le 18 décembre, il y a 2 jours. Je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné. La négociation a duré 18 heures, preuve de l'implication des dirigeants européens. Ils ont décidé de rester jusqu'à prendre une décision et trouver un financement pour l'Ukraine. Pour la Russie, c'était une mauvaise nouvelle, car ce samedi, des envoyés russes vont à Miami rencontrer la délégation américaine, obtenir une mise à jour sur l'état des négociations. Si vous avez suivi, vous savez que les États-Unis ont négocié avec l'Ukraine et aussi avec l'Allemagne à Berlin. Et maintenant, ils vont donner une mise à jour à la Russie. Et voyons ce que la Russie va dire maintenant du point de vue russe. Ils sont dans une position beaucoup plus faible maintenant qu'il y a seulement une semaine. Parce que, tout d'abord, nous savons que le mensonge de Kupiansk a été révélé. Poutine veut que tout le monde croie que l'armée russe contrôle toujours Kupiansk. Mais en réalité, nous avons vu Zelensky se tenir dans la ville, faire une vidéo, tandis que Poutine fait ses déclarations, assis au Kremlin et entouré de défense aérienne. Vous pouvez donc deviner qui est le plus crédible. Et en plus de cela montre aussi à toutes les parties impliquées dans les négociations qu'on ne peut pas simplement croire tout ce que la Russie dit. Je suis sûr que tout le monde devrait déjà le savoir à ce stade, mais c'est quand même un bon rappel. Et en plus de tout cela, l'Ukraine a maintenant 100 milliards d'alliés en plus pour entrer dans les négociations, et cela aide certainement. Enfin, cela permet à l'Europe de participer aux négociations, car elle n'avait pas été aussi impliquée qu'elle aurait dû. Incroyable mais vrai. L'Europe finance aujourd'hui la défense ukrainienne et pourra donc influencer l'issue de cette guerre. Peu importe si Poutine aime ça ou non, le prochain segment arrive pour nos abonnés Basics Insider. C'est l'histoire d'un général russe, récemment décoré par Poutine, qui est désormais décédé. Donc, si vous n'êtes pas membre, vous pouvez nous rejoindre dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description ou en scannant le code QR qui s'affiche à l'écran. Ou vous pouvez simplement aller sur basicsinsider.com. En adhérant, vous accéderez à de nombreux contenus non censurés indisponibles sur YouTube. Et en plus de cela, vous recevrez également du contenu bonus que nous proposerons avec certains de nos nouveaux épisodes. Inscrivez-vous et je vous retrouve à l'intérieur.